bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont en distanciel. Alors moi, je m'appelle Abby. Je vais vous présenter ce soir mon travail réalisé dans le cadre de la préparation de ma thèse pour le doctorat en médecine et pour lequel j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir comme directeur de thèse le docteur Ronald Virag. Alors, du coup, je vais vous présenter mon travail et puis faire quelques commentaires sur l'analyse de nos résultats. Alors, ce travail, il est venu, comment est venue l'idée de ce travail? C'était le constat du paradoxe qu'il y a entre la prise en charge en général en ville qui est très médiocre de la dysfonction érectile, avec en face l'existence de traitements efficaces, des médecins très peu formés et beaucoup de patients qui errent. Alors, quand j'avais commencé à m'interroger sur le sujet, je me suis rendu compte que beaucoup d'internes avaient fait, enfin beaucoup, qu'il y avait quelques internes qui avaient déjà fait des travaux, mais en général, c'était pour essayer de comprendre quels étaient les freins du point de vue des médecins ou alors les freins du point de vue du patient. Et puis en réfléchissant un peu, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'aller voir les premiers concernés, de voir un peu ce qu'ils en pensent. Et l'idée derrière tout ça, bien sûr, c'était d'améliorer la prise en charge en partant des remarques qui auraient pu être faites et puis de l'analyse des résultats qui pourraient être faits derrière ce travail. Donc, comment on s'y est pris? C'est une étude qui a été faite en population générale, c'est-à-dire que j'ai été à la rencontre des gens. Ça s'est déroulé dans 3 départements différents. Donc, les départements, vous avez la carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. En fait, ils sont tout petits. Donc, c'est le 93, le 94, le 92. Donc, c'est une petite couronne autour de Paris. Et ça s'est fait, alors, ce n'était pas tout de suite évident pour moi, mais ça s'est fait au gré des opportunités. Là où j'ai pu aller et puis proposer mon questionnaire. Donc, ça, c'est grâce au docteur Virag et au docteur Sussman qui m'ont beaucoup aidé. On a pu aller à la rencontre des patients, leur proposer notre questionnaire qui contenait 21 questions. Et puis, on a été agréablement surpris parce que les gens ont vraiment ont répondu, ont joué le jeu. Et puis, voilà, donc ça a été... la période d'inclusion, en fait, a duré 6 mois. Donc, ça s'est déroulé entre septembre 2021 et mars 2022. Je vous ai mis les critères. Il fallait être un homme, être majeur, parce que les questions portant sur la sexualité, il fallait que les gens puissent être majeurs. Et puis, c'était le second critère, c'était accepter de participer à notre étude. Alors, qu'est-ce qu'on a eu au total? On a eu, sur les 3 départements, on a eu 450 questionnaires proposés, avec 435 questionnaires qui étaient des questionnaires anonymes. On demandait l'âge, mais c'était vraiment anonyme. Et donc, je vous ai mis le détail par département. On a eu 179 participants dans le 92. Donc, 92, c'était à l'occasion d'un marathon. Dans le 93, on a eu 165 participants. Et dans le Val-de-Marne, à l'occasion d'une journée de dépistage du diabète, on a eu 91 participants. Alors, quand on regarde un petit peu les caractéristiques de notre population d'études, ce qu'il en ressort, c'est que pour tout département confondu, la moyenne d'âge se situe entre 40 et 43 ans pour ceux qui ont répondu, et nos plus jeunes patients vont de 18 ans à 87 ans. Alors, là, vous allez voir défiler un petit peu les graphiques qui correspondent aux résultats des questions données pour chaque question. Il y en a pour certains, je vous ferai grâce de l'interprétation, mais c'était intéressant de savoir. Après avoir demandé l'âge, notre questionnaire aux patients, on rentre directement dans le vif du sujet. On a essayé de savoir un petit peu la prévalence des troubles sexuels et essayer de comprendre dans la prévalence de ces troubles quelle était la part de la dysfonction érectile. Donc, en fait, ce qu'on retrouve, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien le code couleur. En fait, chaque département est représenté par une couleur. Et ce que vous voyez là, c'est le nombre de personnes qui ont répondu. Donc, en gros, pour vous avez la possibilité de lire, mais ce que je peux vous dire, c'est que la prévalence de troubles sexuels en population générale, sur notre échantillon de 435 personnes, on avait à peu près 27 à 30% de prévalence de troubles. Dans ces 27 à 30%,
lorsqu'on leur a demandé de détailler de quel trouble il s'agissait, alors là, vous avez ici la dysfonction érectile, vous avez le nombre de personnes qui ont répondu. Ce qui revient en premier, c'est la dysfonction érectile, et dans tous les départements, à hauteur de au moins 25% dans tous les départements. En deuxième arrive l'éjaculation prématurée, puis en troisième, le trouble du désir, donc le trouble de libido. Après, il y avait les dyspareunies, des problèmes liés à l'infection, à des infections ou alors à la taille du pénis. Mais ce qui était vraiment, là, ce qu'il faut retenir sur cette diapo, c'est que effectivement, à peu près 30% de prévalence, et dans ces 30%, c'est la dysfonction érectile qui arrive en premier, et en fait, la dysfonction érectile, elle va représenter dans notre échantillon à peu près 15%. OK. Donc ensuite, on a essayé de savoir depuis quand ça durait. Et là, ce que vous voyez, vous allez voir qu'à chaque fois, mes diapos, j'ai analysé directement ce que les gens ont répondu. Et à chaque fois, j'ai extrait les personnes qui avaient déclaré avoir une dysfonction érectile, comment elles ont répondu, parce que c'est ce qui nous intéressait. Donc, pour cette diapo, concernant l'ancienneté des troubles, ce qui revient, il y a 3 choses. C'est que ce qui répond le plus, donc tout trouble confondu, c'est que ça dure depuis 1 an à 2 ans. Ça dure ça peut durer alors, de 5 à 10 ans, ou alors depuis toujours. Ça, ce sont les réponses, là, vous voyez, depuis toujours, 5 à 10 ans et 1 à 2 ans. Et donc, nous, la question que je me suis posée, c'était de savoir, ceux qui avaient une dysfonction érectile, comment ils répondent. Alors, pour ceux qui avaient la dysfonction érectile, donc ils sont là, hein. On voit que parmi eux, ils étaient à peu près 11% à déclarer avoir une dysfonction érectile primaire. Et puis, ce qui était intéressant, c'était pour ceux qui déclaraient avoir un trouble depuis 1 à 2 ans, c'était essentiellement vous voyez la proportion des personnes plus de 50 ans, à chaque fois, ils sont en jaune dans les départements. C'était majoritairement des gens de plus de 50 ans. On a dans les 3 départements des patients de moins de 40 ans. Et donc là, on se rend bien compte que la dysfonction érectile, et moi, chez les jeunes gens, elle était primaire, et chez les patients de plus de 50 ans, on s'y attendait, elle pouvait être secondaire. Ensuite, on s'est intéressé de savoir si ces patients avaient une activité sexuelle. Ici, c'est ceux qui répondent en population générale. Donc, en fait, les participants, ils déclaraient à plus de 85% conserver une activité sexuelle. Chez 85%, et on leur demandait juste après quelles étaient selon eux la fréquence de rapports sexuels qui était satisfaisant. Et là, vous voyez, la majorité des gens répondent 1 à 2 fois par semaine, puis 1 fois tous les 10 jours, et puis 1 fois, alors ça paraît très petit chez moi, mais c'était 1 fois tous les 15 jours. Quand on regarde les patients qui avaient une dysfonction sexuelle, une dysfonction érectile, qu'est-ce qu'ils ont répondu? En fait, on voit qu'on a... en fait, ce qu'ils répondaient, c'est qu'ils n'avaient pas moins... au niveau de la fréquence des rapports, ils ne demandaient pas à en avoir moins. Ce qui était assez particulier, c'est que là, on voit ce qu'ils ont répondu en majorité. C'était au contraire, ils étaient demandeurs, ils déclaraient, en tout cas, pour avoir une fréquence satisfaisante de 3 à 4 rapports sexuels par semaine. Ensuite, quand on a essayé de savoir est-ce que le trouble était constant avec chaque partenaire, la plupart ont répondu non, mais pour ceux qui ont répondu oui, on retrouve des gens qui ont des patients qui ont une dysfonction érectile. Et puis, quand on regarde ceux qui avaient un trouble qui était constant, on retrouve nos 3 troubles sexuels, c'est-à-dire la dysfonction érectile, l'éjaculation prématurée et le trouble de libido. Ensuite, la question suivante, c'était de savoir est-ce que la pénétration elle était possible à chacun des rapports. Chez la majorité des patients, c'était possible. La réponse est ici. Mais par contre, on avait ici une proportion de patients qui répondaient non. On a essayé de voir parmi ceux-là
quelle était la part des patients qui avaient une impossibilité de pénétration. Et là, alors excusez-moi. En fait, chez nos patients qui avaient une dysfonction érectile, on retrouvait que 90% conservaient l'érection, la possibilité de pénétration, excusez-moi, et que, par contre, ceux qui sont là en bleu, ce sont à peu près 10% d'entre eux qui déclaraient ne pas pouvoir pénétrer. Et en fait, on se rend compte chez ces patients-là que c'est ceux qui avaient déclaré un trouble qui était depuis toujours un trouble constant. Alors, on a ici la question suivante, elle était relative aux préoccupations lors des rapports sexuels. Alors, ce qui est à retenir sur ces diapos, c'est qu'on a essayé de savoir, lorsqu'ils ont des rapports sexuels, est-ce qu'ils sont préoccupés donc, par la qualité de leur érection, par la crainte d'éjaculer trop vite, ou alors, ici, excusez-moi, il manque une diapo. Et en fait, ce qu'on voit, normalement, il manque une... Excusez-moi. En fait, non, il y a une troisième question dans cette sous-question, c'est qu'on leur demandait ce qui les préoccupait le plus, la qualité de leur réaction, le fait d'éjaculer trop vite, ou alors la satisfaction de leur partenaire ou la leur. Et en fait, ce qu'il en ressort, elle va venir dans deux questions plus loin, c'est que les patients, qu'ils aient ou pas une dysfonction érectile, ils étaient en priorité préoccupés par la satisfaction de leur partenaire, à plus de 73%, qu'ils aient ou pas une dysfonction érectile. Ça, c'était assez intéressant. Quand on a essayé de voir un petit peu la qualité de l'érection avec une évaluation clinique de l'EHS, on avait une bonne partie de nos 88% de nos patients en fait constataient une érection au réveil. Et puis la plupart ici, ils avaient un EHS 4. Quand on a posé quand on a regardé ce que les patients qui avaient une dysfonction érectile avaient répondu, ils étaient à peu près 10% à avoir déclaré une dysfonction érectile, et l'EHS chez eux, excusez-moi, ils étaient à peu près 63% à avoir un EHS 4, 23% à avoir un EHS 3 et à peu près 7% à avoir un EHS 2. Et en fait, on retrouve les mêmes évaluations qui sont faites chez les patients qui n'avaient pas de dysfonction érectile. Ah oui, c'était cette question. Donc, en fait, quand on a essayé de voir un petit peu la répercussion et l'impact sur la qualité de vie sexuelle, donc, ce qui était intéressant dans cette question, qui avait 3 parties, c'était de savoir ce qui préoccupait ou ce qui aurait été source de souffrance pour les patients. Est-ce que c'était leur satisfaction personnelle, leur image virile, ou alors la satisfaction du partenaire? Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en majorité, en fait, ce qui inquiétait les patients, c'était vraiment de ne pas pouvoir satisfaire leur partenaire. Moi, c'est une chose qui m'a étonnée. Qu'ils aillent ou pas, ici, ce sont les réponses des patients qui ont une dysfonction érectile. C'est la même chose. Là, on voit qu'en majorité, lorsque les patients répondent, ce qui les inquiète plus, c'est ne pas pouvoir satisfaire leur partenaire. Ensuite, bien sûr, comme le but de ce travail, c'était de sensibiliser pour une meilleure prise en charge, de dépistage et de prise en charge en médecine de ville, lorsqu'on leur demande est-ce que vous avez déjà consulté un médecin, eh bien, on voit que la plupart des patients n'ont jamais consulté un médecin pour un trouble, peu importe le trouble sexuel rencontré, et qui sont très peu à dire oui. Pareil, chez les patients qui ont une dysfonction érectile ici, ils étaient très peu à avoir eu recours à un médecin. Et lorsqu'on leur demande si vous deviez en parler, qui choisirez-vous d'en parler? Donc, en premier, tout le monde répond le médecin traitant, donc ici. Ensuite, ce qui vient en deuxième position, c'est le sexologue, autre, et puis ensuite l'urologue en dernier. Chez les patients qui avaient une dysfonction érectile, ils ne répondent pas différemment, ils répondent que eux aussi, s'ils devaient choisir un interlocuteur, ce serait plutôt leur médecin traitant. Ensuite vient
le sexologue. Et ça, c'est tout âge confondu. Ensuite, moi, j'ai essayé de savoir s'ils avaient déjà cherché à obtenir des informations pour essayer de savoir en fait quels étaient les canaux d'information qui étaient privilégiés. Et ils déclaraient à peu près à 64% ne pas avoir cherché en fait d'informations, et que s'ils le faisaient, ils le feraient par le biais d'Internet, d'amis, de médecins. Donc, on a d'abord Internet, les médecins, excusez-moi, les médecins, les amis. Et alors, ce qui est particulier ici, c'est qu'on a une grande partie des participants qui n'ont pas répondu. On verra après dans l'interprétation qu'on peut en faire. Et c'est à peu près équivalent chez les patients qui ont une dysfonction érectile. C'est d'abord le médecin, ensuite Internet, et puis un certain nombre d'entre eux n'avaient pas répondu. Quand on essaye de savoir qu'est-ce qu'ils attendraient du médecin traitant, donc là, ce qui vient, c'est des informations, des examens complémentaires, et puis être envoyé vers un spécialiste. Et idem, quand on regarde les patients qui ont une dysfonction érectile, en fait, eux, par contre, ce qu'ils veulent en premier, c'est avoir un traitement. Ça, c'était très intéressant. Donc, avoir un traitement. Et vous voyez, les colonnes là, ce sont à chaque fois les patients âgés de plus de 50 ans qui sont à la fois demandeurs d'examens complémentaires, eux, surtout de traitement, à la recherche d'une certaine prise en charge efficace. Ensuite, la question suivante, elle était relative à la gêne, parce que, comme je vous ai dit, beaucoup de thèses avaient été faites sur la gêne du médecin ou la gêne du patient. Et en fait, quand on regarde, tous les patients, ce qui les empêcherait d'en parler, c'est la peur d'être jugés. Beaucoup n'ont pas répondu. Et c'est la même chose chez les patients qui ont une dysfonction érectile, la peur d'être jugés. Quand on les interroge sur qui devrait aborder le sujet, et ça, ils étaient plus de 61% à dire que c'était eux, que l'abord du sujet devrait être fait à leur initiative. Et on retrouve aussi à peu près la même chose chez les patients qui ont la dysfonction érectile. Ensuite, là, il y a 3 questions qui vont se suivre où en fait, j'essaie de savoir, évaluer un petit peu les connaissances des patients et de savoir ce qu'ils en savaient de la dysfonction érectile. Donc, en fait, les patients savent bien que ça peut être en lien avec une maladie sous-jacente, avec des effets secondaires de médicaments ou alors avec un état psychologique. Et chez les patients qui ont la dysfonction érectile, on retrouve le même pourcentage de réponses. Mais ce qui avait de particulier, c'est que excusez-moi. Oui, alors excusez-moi, j'ai eu une petite absence. Et alors là, on arrive à la fin de notre questionnaire. Lorsqu'on demande aux patients s'ils sont suffisamment informés, bien entendu, tous les patients confondus se considèrent pas assez informés. Là, vous avez par tranche d'âge, pareil, les patients qui avaient la dysfonction érectile, eux aussi, ils étaient tous à dire qu'ils ne se sentaient pas informés, que bien sûr, ils étaient désireux d'avoir plus d'informations. Et puis, lorsqu'on leur demande, ça c'est une question qui est tirée de l'IEF5, lorsqu'on leur demande s'ils devaient rester avec leur état de santé érectile actuel, comment ils en seraient satisfaits, et on voit que quand on interroge les patients, ils sont plutôt satisfaits de leur état érectile. Par contre, chez les patients qui ont la dysfonction érectile, ils sont en majorité insatisfaits s'ils devaient vivre sans possibilité de traitement. Et puis enfin, lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient contents, enfin, ce qu'ils avaient pensé du fait d'être interrogés sur leur santé sexuelle, à plus de 87%, ils avaient répondu qu'ils étaient en majorité satisfaits. Pareil pour la dysfonction érectile, avec quelques patients qui avaient répondu par la négative. Finalement, en fait, lorsqu'on fait la synthèse des résultats, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur les 3 départements, on a en moyenne 15% dans notre échantillon de 435 patients, 15% de dysfonction érectile.
Ce qu'il y a de particulier, je vous ai mis les âges, en fait, c'est parce que juste après, j'ai essayé de tracer des courbes pour comprendre et comparer les départements. Et là, on a une courbe en fonction de l'âge. Donc, dans les 3 départements, vous avez 93 en vert, le 92, excusez-moi, en vert, le 93 en bleu, 94 en jaune. Et c'était en fonction de l'âge. Et là, ce qu'on voit ici, ce sont on voit que dans le 93, la population de moins de 40 ans, elle prédomine. Donc, on a plus de personnes la population est plus jeune, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre de cette courbe. Et dans notre échantillon, en fait, dans l'âge, on a beaucoup de patients de moins de 40 ans et des patients de plus de 50 ans. Et quand on regarde, ça c'est pour la dysfonction érectile, et quand on regarde le nombre par département, c'est à peu près la même chose. On avait des gens jeunes dans le 93, et puis cette tranche d'âge qui est la 40-50, elle reste minoritaire. Pour aller plus loin, avant d'en finir, ce que moi j'ai essayé de comprendre, c'était de savoir est-ce qu'il y avait hormis les facteurs de risque, hein, des données socio-démographiques qui permettaient de comprendre un petit peu l'incidence des dysfonctions érectiles ou des troubles sexuels. Et en fait, j'ai fait un petit tableau pour résumer. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, je vous ai mis entre parenthèses les villes où se sont fait le recueil des données. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le 93, c'est une population qui est plus jeune que les autres départements. Mais par contre, c'est un territoire qui est vachement plus défavorisé au plan social. C'est qu'on a des catégories socio-professionnelles très, très modestes. Et ensuite, en deuxième position, le 92, le 94, puis le 92. Donc, dans le 92, on est un peu plus âgé, on est plus favorisé. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir, là, je vous ai mis les pollutions qui est environnementale. Et en fait, on se rend compte que dans le 92 et dans le 94, il y avait des zones, il y avait des sols pollués. Ce qu'on a pu voir aussi, c'était l'état de santé, bien sûr, dans le 93. En fait, ils sont beaucoup plus défavorisés à tout niveau, que ce soit l'espérance de vie, les surmortalités par maladie cardiovasculaire, l'ALD, c'est-à-dire les nouveaux patients qui rentraient en ALD diabète, le taux de maladies infectieuses, notamment, moi, ce que j'avais regardé, c'était maladies infectieuses, VIH, et puis les mortalités par alcool et tabac. Vous savez pourquoi j'ai essayé de regarder tous ces facteurs de risque, parce qu'on les retrouve dans la dysfonction érectile. Et donc, même si le 93 avait une population, en tout cas dans notre échantillon, plus jeune, on voit qu'en parallèle de la prévalence dans la dysfonction érectile, il y a beaucoup de facteurs de risque qui peuvent être très défavorables et qui seraient intéressants de voir pour lesquels ce serait intéressant de voir quel impact ils ont sur la santé sexuelle des hommes habitant ces territoires. Pour finir, cette étude, elle avait quand même des points forts. C'était une méthode originale parce que j'ai vraiment été à la rencontre des gens dans les villes à l'occasion d'événements publics, en leur demandant s'ils voulaient bien remplir un questionnaire pour un travail de thèse. Ce n'était pas des visites chez le médecin généraliste ou à l'hôpital. Donc, les gens ont très gentiment participé et étaient très, très, très contents de le faire. Le choix du questionnaire anonymisé, ça a un peu facilité pour questionner sur un sujet qui est quand même tabou. On a quand même eu pas mal sur les 450, comme 435 personnes qui ont quand même accepté de répondre. C'est vrai que nos questions étaient fermées. Ça, c'était vraiment pour essayer de faciliter le temps pour répondre à notre questionnaire. Et puis l'anonymat, il a beaucoup aidé. C'est vrai qu'il y avait 21 questions, mais ça se remplissait. On pouvait y répondre relativement facilement. Par contre, là, ce que je vous ai mis, le graphique, c'était le taux de questions sans réponse. Je vous fais grâce. En fait, on a certaines questions pour lesquelles on a vraiment beaucoup de réponses pour lesquelles aucune cache n'a été causée. Et quand je suis revenue aux questions, en fait, il y a des grandes chances que ce soit des questions qui n'étaient pas très bien posées, que les participants n'ont pas très bien compris. Donc, tout ça, c'est des choses pour améliorer éventuellement notre méthodologie pour des études ultérieures. Bien sûr, d'autres biais, comme les biais de déclaration. Là, ils étaient libres de répondre ce qu'ils voulaient. Le biais de sélection, c'est parce qu'il y a des départements, par exemple, dans le 92, où on était au marathon, on pourrait croire qu'on allait sélectionner des patients qui auraient peut-être moins de facteurs X, et ce n'était pas le cas.
le biais de classement différentiel, hein, c'est-à-dire que les patients répondent un peu ce qu'on attend d'eux au lieu de répondre. Et puis, ce qu'on n'a pas fait, c'est que je n'ai pas demandé, j'ai pas posé des questions sur la présence de facteurs de risque cardiovasculaire. Je n'aurais pas demandé s'il y avait d'autres maladies comme le diabète. J'aurais pu le faire, mais ça, c'est une chose que je n'ai pas faite. Juste pour attirer votre attention, en fait, les enjeux, c'est vrai qu'on dit toujours qu'il y a des enjeux de santé publique, on sait qu'il y a des études qui sont en cours pour un petit peu évaluer l'impact sur la santé mentale. Moi, il y avait autre chose qui m'a assez frappée, c'était l'impact de l'exposome sur la santé sexuelle. C'est une chose sur laquelle on ne se pose pas trop de questions, mais c'est-à-dire tous les perturbateurs endocriniens ou alors tout ce qui peut venir de l'environnement et impacter la santé cardiovasculaire endocrinienne, donc potentiellement la fonction érectile, ça, ce serait des choses qui seraient intéressantes. Je vous ai mis en encadré une publication, ça c'est dans le journal de maladie professionnelle, c'était le cas d'un homme tunisien, donc vernisseur de meubles, hein, qui a développé une dysfonction érectile avec une baisse de la lipido et puis un hypogonadisme périphérique. Alors, quand ils ont exploré ce monsieur, hein, ils se sont rendus compte que dans son sang, en fait, ils arrivaient à mettre en évidence la présence de beaucoup de perturbateurs endocriniens et autres pesticides qui étaient liés directement à son activité professionnelle. C'est des agents qu'on appelle reprotoxiques, notamment dans les vernis qu'il utilisait. Et les médecins qui ont présenté ce cas, donc, on dit qu'une fois qu'ils ont soustrait ce patient de son exposition, ils ont vu ils ont pu constater une amélioration de sa fonction érectile. Et ça, c'était vraiment pour illustrer mon propos sur l'exposome. Voilà. Enjeu de société, bien sûr, c'est encore tabou. Il n'y a pas assez d'informations. Moi, la chose que j'ai retenue vraiment d'aller comme ça en population générale, c'est qu'on disait beaucoup que les médecins étaient gênés, ça c'était une chose, et que les patients étaient peut-être gênés. Et là, j'ai été très surprise parce que les patients étaient très, très, très contents d'être interrogés, très contents de répondre. Après avoir rempli leur questionnaire, ils restaient, ils posaient des questions. Ils étaient très reconnaissants qu'une étude soit faite comme ça, même s'ils ne s'attendaient pas à venir faire leurs courses comme dans le 93. Hein. Ils venaient faire leurs courses et je leur posais ces questions, mais ils étaient très contents, ils étaient heureux de prendre part à ce travail. Ensuite, bien sûr, les perspectives pour la pratique, hein, ça c'est pour moi en médecine générale, bien sûr, ça c'était pour dire qu'il faut vraiment encourager le dépistage systématique sur les patients qui ont des facteurs de risque, que même chez des patients qui ont moins de 40 ans, qu'il faut peut-être faire plus de campagnes d'information et puis profiter des réseaux un peu comme on a avec le centre CETI, en fait des centres de proximité, des centres experts pour nous aider dans la prise en charge des patients, faire beaucoup plus de recherches. Bien sûr, ça c'est évident, d'autres internes avant moi l'ont dit, c'est que dans la formation médicale, il n'y a vraiment pas assez de modules. Ça, c'est quand on a les patients en cabinet, c'est des choses qu'on n'a pas vues lors de notre cursus et c'est parfois compliqué dans la prise en charge. Donc, beaucoup plus de formation, que ce soit le deuxième, troisième cycle, des bouquins à destiner des jeunes médecins en formation, ça, ce serait bien. Donc, voilà. Moi, j'en ai fini. En fait, pour vraiment clôturer mon propos, c'était de dire que la dysfonction érectile, elle a vraiment un impact sur la qualité de vie des patients, sur leur espérance de vie. Il y a des études qui montrent que quand on a une dysfonction érectile, on a une espérance de vie qui est moindre. Le médecin généraliste, bien sûr, c'est le médecin de premier recours et à ce titre, il se doit de pouvoir être à même de prendre en charge les patients qui viennent à lui avec cette demande et que les informations, être envoyées avoir des examens complémentaires ou être envoyé chez un spécialiste, c'est plébiscité par les patients et que bien sûr, en tout cas pour les médecins de ville qui sont souvent les premiers, ça c'est indispensable, il faut qu'ils soient formés et puissent être à même de répondre à ces questions. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, 30 minutes. Je ne sais pas si vous aurez tout compris de mon travail, mais voilà, c'était ça. Merci à lui. De rien. Un commentaire, Eric. Ronald m'a demandé de commenter. Je dois dire que je suis bluffé. C'est un travail excellent. Dans son ambition et l'intelligence des questions posées et le caractère novateur de la manière de poser la problématique des gènes sexuels dans une population.
il y a des informations que moi je n'ai pas vues ailleurs, comme les érections, la description des érections matinales dans une population. Je trouve que c'est essentiel parce que c'est un signe cardinal. Et on a besoin, il faut voir la méthodologie, mais on a déjà une première approche qui manquait. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être il y a des infos que moi je n'ai pas dans la littérature, mais est-ce qu'il y a une bonne description de l'érection matinale dans les populations? C'est ça. Or, c'est un signe cardinal qui va s'imposer probablement comme le signe de la prise en charge de la santé de l'homme. Je veux dire, avec les travaux sur les coronaires, avec le dépistage des fuites veineuses. Enfin, c'est essentiel. Vous posez la base de l'information à cette sémiologie à nouveau absolument essentielle. Ne serait-ce que ça, c'est remarquable. Alors après, peut-être faudra que vous fassiez un second travail sur cette description avec des épidémiologistes, j'en sais rien, mais quelle est votre ambition là-dessus? Mais c'est déjà ça, c'est énorme. Bon, alors j'ai une critique, c'est qu'il va falloir que vous retravailliez votre diaporama parce que, en fait, il nous faut des pourcentages peut-être à discuter que des valeurs absolues. Mais ça, c'est une question de présentation. La version existe en pourcentage. Initialement, c'était en pourcentage. Génial. Et pour la présentation de votre thèse, ça sera important. Et bon, il y aura une discussion sur la diffusion de votre travail. Mais moi, je vois les entretiens de Bichat. C'est absolument essentiel qu'il y ait ça dans les entretiens de Bichat. Je pense que le Conseil général du Val-de-Marne sera très intéressé. Il faut réfléchir à ça. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est tellement riche, il y a tellement de choses, il faut revoir ça et le revoir, mais ne serait-ce que sur vos 3 départements, certains items, il y a un département où il y a 0 réponse. Et donc, ça pose des questions qui vont évidemment intéresser tout le monde, y compris ceux qui s'intéressent à la santé publique et à la manière de conduire la santé d'une population. Formidable. Bravo. C'est vrai. Bon, j'espère que je vous l'ai bien retransmis. Le travail était très, très intéressant. Et puis surtout, moi, Marie, tu veux faire un commentaire? Bah non, c'était franchement 450 dossiers envoyés, 435 questionnaires remplis. Oui, tu aurais pu effectivement poser toutes les questions de la Terre, mais il faut avoir le temps après de les traiter, quoi. Bah ouais, ça prend du temps. Alors, donc déjà là, je pense que tu as déjà pas mal. Pour avoir assisté à Hélène et moi, avons assisté au travail d'Abi sur le terrain. Dans 2 des 3, on n'a pas assisté au 3e. Et je vais vous dire qu'il faut se prendre par la main pour faire ça. C'était remarquable. Remarquable. Elle était d'une personne et puis, enfin, nous, on a aussi participé. Je voudrais qu'on recite le nom de Pierre Synthèse, qui est notre collègue spécialiste de maladies vasculaires et qui était président on a eu la chance, il était président du Lions Club de Rueil-Malmaison, et donc on a pu profiter d'une prise de dossard lors du marathon. Donc il y avait un échelonnage d'âge très intéressant, et c'est surtout ce qui était frappant, c'est comment les gens qui avaient été interrogés, même ceux qui n'ont pas voulu répondre au questionnaire, ont créé une espèce d'agora pour parler du sujet. Donc, si on fait parler du sujet, tout le monde en parle. Est-ce qu'en visio, des gens ont des commentaires à faire, nos amis qui sont en visio? Christophe, ça va? Bon.